Bonjour et merci. Donc, c'est toujours un peu délicat d'intervenir après des communications aussi brillantes que celles auxquelles on a pu profiter depuis le début du symposium. Et c'est vrai que si on avait pu, j'aurais fait suivre mon intervention à la suite de celle de Brigitte, puisqu'on évoque et on parle d'un acteur en commun. Peut-être ce que je peux vous proposer pour que les choses soient un peu plus, on va dire, atypiques. Et en plus, je me rends compte que mon PowerPoint, il est un peu pourri, donc ça va être aussi plus simple de pouvoir fonctionner de la sorte. L'idée, c'était de passer en revue un petit peu les expériences auxquelles je suis confronté en tant que dirigeant et comment aussi, en tant que chercheur en devenir, on peut faire des liens entre ce qui se passe dans les institutions que je dirige et aussi les réflexions qui sont engagées dans le cadre du laboratoire. Jean-Yves Boulet a parlé de 3 niveaux concernant l'éthique, le niveau politique, le niveau technique et le niveau clinique. Et moi, je mobiliserai aussi la proposition d'Edgar Morin concernant les 3 niveaux à laquelle lui propose et situe l'éthique. Il dit l'éthique, elle est au croisement de 3 niveaux. Le niveau individuel, qui renvoie à la question du devoir et de la mission. Le niveau sociétal, que lui renvoie à la question de la culture, et le niveau anthropologique qui renvoie à une source antérieure, l'appartenance à une espèce. Et peut-être en passant ces 3 niveaux-là, de voir comment la figure du migrant, elle est aujourd'hui une figure qui interpelle, et comment moi je la remobilise dans le cadre de mes dispositifs comme étant une opportunité pour nous amener à intégrer différents changements. Brigitte a parlé très clairement des différents cadres qui sont mobilisés en France pour organiser les politiques migratoires et notamment en direction des migrants. Et c'est vrai que ça situe très rapidement nos institutions dans des formes dans des espaces de tension, voire d'injonction paradoxale, puisque quand on passe en revue de manière synthétique ces différents cadres légaux qui ont vocation à organiser la gestion des flux migratoires, on se rend compte, par exemple, quand on fait un focus sur la manière dont on désigne cet acteur-là, on en a parlé également, dans un premier temps, on l'appelait mineur étranger isolé, avec une volonté de mettre en avant plutôt sa caractéristique administrative, il est étranger, et ensuite on l'a nommé à travers en le présentant comme le mineur isolé étranger, donc là c'était plutôt sa particularité sur le territoire de l'isolement, et donc ça renvoyait le fait que dans le cadre de la première appellation, c'était plutôt le cadre des politiques migratoires qu'on mobilisait pour organiser son accueil. Avec la deuxième appellation, c'était plutôt celui de l'isolement, et donc en considérant qu'il relevait plutôt des cadres qui organisent la protection de l'enfance. Donc, du fait de son isolement et de sa minorité, il est avant tout pris en charge par le cadre de protection de l'enfance et ne relève pas, de ce fait, des cadres plus restrictifs qui organisent la question des politiques migratoires. Puis ensuite, la troisième appellation, qui est celle consacrée aujourd'hui de migrants, de mineurs migrants non accompagnés, et on voit bien avec la circulaire Taubira, où elle met en avant cette idée du fait qu'il est avant tout non accompagné pour, si on a un deuxième niveau de lecture, faire passer l'idée que son accueil sur le territoire n'est pas conditionné par le lieu à partir duquel il est accueilli. C'est-à-dire qu'il arrive en France par différentes portes et en fonction de l'organisation sur le territoire national et de la gestion des flux, on va, dans un deuxième temps, après son évaluation, l'orienter vers un département pour être dans une gestion équitable de l'accueil de ces populations-là. Si on a encore un autre niveau d'analyse sur ce qui se joue à ce moment-là en France, c'est que les départements qui se voient par le biais de cette cellule parisienne qui organise les flux sur le territoire signifie au département du Nord d'accueillir tel et tel mineur qui est arrivé par Toulouse ou qui est arrivé par Paris. Il y a des stratégies d'acteurs au niveau des présidents des départements qui vont demander au département qui a accueilli le jeune en premier lieu de le garder et qui vont lui verser directement les prix de journée qui vont permettre l'accueil de ce jeune sur le territoire. Donc on est prêt à payer, mais on n'est pas prêt à accueillir sur nos territoires cette population-là. On se rend compte aussi de manière très claire que, et vous le savez aussi bien que moi, c'est que cette question de la migration, elle fait bouger les lignes et elle interpelle de manière très forte l'Europe en l'occurrence.
et que dans les discours politiques, on voit aussi que la figure du migrant, elle est mobilisée comme une variable d'ajustement pour essayer de faire basculer certaines théories. Et on l'a vu en France, par exemple, après les attentats malheureux qui ont eu lieu, qu'il y a eu beaucoup d'amalgames qui ont été faits sur les auteurs des attentats en disant dans un premier temps que c'était des migrants. Donc ça justifiait aussi de devoir renforcer les contrôles et d'avoir une politique migratoire plus restrictive. Donc ce passage en revue, mais on pourrait en encore aller plus loin, permet aussi de nous amener à nous dire que cet acteur-là, ce public-là, dans nos institutions, n'est pas un public comme les autres. Et donc il va susciter, générer un certain nombre de mouvements et de tensions qu'il est intéressant sur lesquels il est intéressant de réfléchir. Au niveau des institutions, on a parlé de 3 niveaux, le niveau politique, le niveau technique ou le niveau institutionnel, comme l'ont précisé les collègues tout à l'heure. Moi, je me rends compte dans les dispositifs que je dirige que cet acteur, ce public qu'on accueille, laisse personne indifférent au niveau des équipes d'intervenants sociaux. On s'accorde très rapidement et très facilement à dire et à passer en revue le fait qu'il peut générer un certain nombre de postures et d'attitudes de type de rejet. Et toutes les réflexions qui ont été menées par Cohen sur l'approche interculturelle montrent bien la place des représentations, des préjugés dans la construction de la relation d'accompagnement entre les professionnels de l'intervention sociale et puis ces jeunes-là. Mais il y a aussi une deuxième dérive qu'on observe, qu'elle qualifie, elle, d'exotisme, c'est-à-dire cette fascination qu'ont certains travailleurs sociaux pour ce public, et qui, de la même manière, est dangereux puisqu'il positionne ce jeune dans un espace qu'on ne peut pas atteindre, qui nous fascine et qu'on ne peut pas atteindre. Et donc des deux côtés, on a des attitudes qui vont être une forme de rejet et aussi des attitudes qui vont placer le jeune dans un espace, mais très à distance de nous-mêmes. Faire référence à l'idée de raccourcir les distances quand on voulait être dans une approche de proximité. Et c'est en ça, beaucoup de nos équipes en France, et notamment sur la région de Toulouse, où j'interviens, où on a vu se cristalliser des grosses tensions au niveau des travailleurs sociaux, notamment, puisqu'en France, la particularité, c'est que l'évaluation, en tous les cas pour les départements dans lesquels je travaille, est portée par les opérateurs associatifs. Et donc ce sont les mêmes opérateurs qui ensuite proposent l'accompagnement à moyen et long terme. Et donc ce qui est reproché par une partie aussi des travailleurs sociaux, c'est que les structures qui jouent ce jeu-là sont dans des postures qui ne sont pas éthiques. Comment on peut être aussi agent de recensement et d'évaluation et en même temps prétendre pouvoir accompagner ces jeunes? Comment on peut prétendre libérer la parole, pour revenir aussi à ce que disait le collègue, et en même temps consigner les récits de vie comme étant aussi des moyens de rendre intelligible un certain nombre d'éléments et des effets de preuve qui vont montrer ou pas qu'il est mineur. Donc c'est ce que disait Brigitte quand elle parlait d'injonction paradoxale, et ça met nos équipes en tension. Donc on a pu observer sur mon département des grosses tensions vives entre des équipes dans les mêmes associations, des associations différentes, en disant ce n'est pas des positionnements éthiques tenables, vous n'avez pas à jouer le jeu de l'évaluation, il aurait fallu refuser de vous positionner sur ce vecteur d'activité. Je profite aussi pour dire que dans les éléments d'analyse qu'on a pu aussi observer en France, autour de ce niveau de population, de cette figure émergente qui est le mineur migrant, il y a aussi un véritable effet d'aubaine pour beaucoup d'institutions qui étaient en perte de vitesse et dans des situations économiques difficiles, avec une difficulté à réaliser le taux de remplissage sur leur structure. Avec l'arrivée de ce nouveau public, ça a été réellement pour eux un effet d'aubaine de se positionner pour pouvoir se rendre disponible pour accueillir ce public. Donc là, encore une fois, on voit que ce type d'acteur est aussi le d'ajustement dans la question des équilibres financiers, économiques et même dans la viabilité de certaines institutions. Pour ce qui concerne mon institution, on a fait le choix d'appréhender la question du migrant, sans prétention, comme étant une véritable opportunité. Donc, sans vouloir m'inscrire dans une forme de nomadisme conceptuel, en empruntant l'approche à l'analyse stratégique, mais comment de cette
contrainte, on peut en faire une opportunité, comment de cette situation, on peut en faire une ressource pour nos équipes. C'est-à-dire que j'ai 2 équipes à l'esprit qui ont été en très grande difficulté avec l'accueil de ces publics-là. C'est-à-dire qu'on a été, nos professionnels ont été forcément très, très bousculés. Premièrement parce qu'on se rend compte que les contenus de formation n'ont pas envisagé et ne proposent pas un outillage intellectuel et conceptuel suffisant pour permettre à nos professionnels d'accueillir ces publics. Et donc, on apprend sur le tas. Ça peut être intéressant si on regarde sous l'angle de l'expérience, de l'approche expérientielle, mais on travaille sur de l'humain et on ne peut pas non plus se faire les dents, pour prendre une expression un petit peu, se faire les dents sur le dos des jeunes qu'on accueille. Toujours est-il qu'on a des équipes qui ont été très rapidement mises en difficulté au vu de ce déficit de compétences et de connaissances techniques. Mais pour l'institution que je dirige, on s'est dit que c'était peut-être une opportunité, que ces publics-là allaient nous obliger à devoir repenser tous nos modes d'intervention, de sortir de nos zones de confort. Pareil pour les professionnels qualifiés de nos équipes, que ce soit les psychologues, que ce soit les intervenants sociaux de tout ordre, d'aller aussi bousculer leur certitude scientifique et technique, et de plutôt s'inscrire dans des logiques de pluridisciplinarité. Ce public-là nous a obligés, nous, au sein de nos établissements, de repenser ces questions-là, qui sont aussi, pour reprendre un petit peu ce que disait Jean-Yves Boulet sur la question du management participe, mis en avant de manière très incantatoire dans nos établissements. Je ne fais pas de procès d'intention aux travailleurs sociaux de nos équipes, mais j'en fais partie, mais on est souvent, en France, dans des logiques un peu incantatoires. Je ne dis pas que ça ne s'apparente pas à des niveaux de changement, mais pour reprendre un peu les travaux de l'école de Palo Alto, plutôt à des changements de niveau 1, qui sont des adaptations aux contraintes et à l'évolution des cadres légaux, et pas forcément des changements de niveau 2 qui sont de repenser complètement le système. Et donc c'est en ça que j'essaie de vendre à mes équipes que l'accueil de ce public-là est une réelle opportunité, puisqu'il nous oblige concrètement à devoir sortir de nos zones de confort et imaginer nos manières de travailler différentes. De la place de chercheur novice que je suis, c'est aussi de vouloir m'inscrire dans une approche plutôt de recherche-intervention, où c'est les situations problèmes qui vont être génératrices de nouvelles connaissances. Donc c'est proche de la recherche-action, mais c'est aussi redonner du pouvoir aux accompagnants et aux personnes qu'on accompagne, en disant que c'est nos situations problèmes, on peut peut-être aussi, en changeant le regard qu'on porte sur elles, en faire des opportunités de changement et des nouveaux apprentissages. Je fais référence à l'approche de Batteston sur la question du changement. Que vous dire d'autre? Je bois un petit peu d'eau. J'ai encore 5 minutes. Si tu veux. Si je veux, ouais, parce que le temps est long quand... Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout. Non, c'est ton capital, c'est ta ressource. Ça me touche. Donc, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'était de dire que peut-être que, sans être dans une approche utopique, mais que de changer son regard sur les situations dans lesquelles on se trouve, de voir une situation de contrainte comme une éventuelle opportunité. Une des séquences de l'accompagnement pour ces publics qui est très intéressante à analyser et qui vraiment pose la question de l'injection paradoxale, c'est la question des récits de vie. C'est-à-dire que c'est un épisode important puisque c'est là où on va considérer un certain nombre d'éléments. Et certains sociologues ont dit des choses très intéressantes là-dessus, c'est que les jeunes migrants, avant même d'arriver sur le territoire européen et national en France, ont déjà intégré les discours qu'ils devaient déployer dans le cadre de ces récits de vie pour optimiser les possibilités de pouvoir accéder à une reconnaissance de leur minorité. Donc c'est-à-dire fausser le jeu, pas par le fait qu'ils n'ont rien d'intéressant à nous dire, indépendamment de ce discours un peu programmé, mais qu'en réalité, c'est nous-mêmes, à partir de nos pays d'accueil et des discours qu'on déploie et des structures qu'on met en place et des normes qu'on pose, on impacte déjà, avant même l'arrivée du jeune sur nos territoires, sur la manière dont il va se comporter avec les intervenants sociaux. Et donc, c'est quand même... j'ai à l'esprit, quand je travaille dans le nord de la France, une situation
des situations où les jeunes, quand ils arrivaient, ils se présentaient au commissariat, ils avaient le nom de l'institution et du directeur, en disant c'est vers lui qu'on veut aller, parce qu'ils avaient déjà intégré, ça avait déjà été parlé dans le cadre de leur village d'origine, et ils avaient très bien compris, très bien intégré. Quand je dis ça, je ne vais pas faire le jeu de certaines personnes qui disent que si on affine l'accompagnement, s'il devient de trop grande qualité, c'est une porte ouverte et il y a un appel d'air qui va augmenter les flux migratoires. Ce n'est pas du tout vérifié, donc c'est un propos démagogique, mais toujours est-il que dans la relation de l'intervenant social avec le mineur migrant, il y a déjà des déterminants et des choses qui se jouent même avant la rencontre. Et c'est un des éléments de mon travail de thèse. Et donc la proposition que je fais aux équipes, c'est de dire que le temps du récit de vie, on peut peut-être le mobiliser autrement et utiliser cette manière, cet outil pour rendre intelligible des éléments liés à la capacité et au pouvoir d'agir de ces mineurs. Peut-être que de les appréhender de cette manière-là, en disant qu'effectivement, tout le potentiel qu'ils ont déployé, je renvoie au concept de motilité de Kaufmann, tout le potentiel qu'ils ont développé pour construire ce projet, pour traverser un certain nombre de zones très dangereuses, peut-être que si on se donne les moyens de le repérer, on peut en faire une ressource pour nos établissements et puis pour nos pays d'accueil. Merci.